On se retrouve pour la saison 4 de Camille parle sexe et je suis tellement contente de vous enregistrer ce premier épisode de la saison 4 en partant et en commençant sur un sujet personnel qui me touche, qui est ce que je suis en train de vivre ou ce par quoi je suis passée il y a juste quelques semaines. Moi, c'est tout frais. Et ça faisait plusieurs semaines où je me disais, j'ai hâte de vous l'enregistrer et je trouvais pas de temps pour le faire et c'était frustrant et en même temps tellement normal, me direz-vous, parce que j'ai accouché. J'ai accouché et donc oui, il y a un petit nouveau-né à s'occuper, une plus grande aussi à s'occuper et même si on est deux dans cette affaire et qu'on est deux à s'en occuper H24 en ce moment, c'est quand même dur de trouver du temps, de se dégager du temps pour vous enregistrer cet épisode de podcast. Donc, j'ai l'impression de respirer pour pouvoir vous l'enregistrer, donc c'est génial. Donc, ce premier épisode de la saison 4, on va pas forcément parler de sexualité, ça va être un sujet qui me concerne et qui peut vous concerner aussi. Si vous avez déjà accouché, si vous êtes enceinte, que votre partenaire est enceinte, si là vous allez bientôt accoucher, ça peut vous intéresser, mais même aussi si vous êtes professionnel de la santé, sage-femme, doula, gynéco, médecin, d'entendre des récits de femmes autour de leur accouchement, je pense que c'est ainsi qu'on fait aussi évoluer la prise en charge et comment les maternités aussi évoluent. Et je l'ai vu dans la maternité dans laquelle j'ai accouché, il y a vraiment une importance qui est mise à écouter les femmes, à prendre soin des demandes qui ont été faites et des besoins pour faire évoluer, comme je disais, l'accompagnement, la maternité, la manière de penser les chambres, de penser comment on va s'occuper des suites de couches, mais aussi pendant l'accouchement, comment on prend soin d'un projet de naissance, comment on parle de ce projet de naissance et comment on essaye d'en prendre soin aussi. Donc voilà. J'ai pris des petites notes pour pas que ce soit trop décousu. Et puis installez-vous confortablement et j'espère que cet épisode va vous plaire. Alors c'est vrai que je me demande par où commencer. Déjà, il y a quelques temps de ça, je vous avais enregistré un épisode de podcast et ça peut peut-être vous intéresser à la suite de cet épisode. L'épisode de podcast qui s'intitule « Se préparer à accoucher après une césarienne d'urgence, peur et clés pour avancer ». Donc ça, je vous l'avais enregistré pendant ma grossesse sans savoir comment mon accouchement allait se passer, si ça allait être césarienne d'urgence, planifiée, ou césarienne au moment de l'accouchement, ou alors un AVAC, un accouchement vaginal après une césarienne. Donc si vous voulez en savoir plus sur le premier accouchement, sur comment je me suis préparée, allez écouter cet épisode. Il s'intitule « Deuxième accouchement, tenter un AVAC, accouchement vaginal après une césarienne, tout en conscience ». C'est le numéro 170 du podcast Camille parle sexe. Comme ça, vous aurez le récit de mon premier accouchement, mes questions, les informations concernant ce projet, les 3 options que j'avais gardées en tête pour bien me préparer, ma préparation mentale et psy à toutes les options et les craintes. Et j'ai eu des retours déjà et ça vous a beaucoup parlé. Ça a rassuré aussi certaines d'entre vous qui a eu déjà une première césarienne, voire des fois une deuxième césarienne, et qui justement recherchaient des informations pour un AVAC. Et cet épisode, à la base, je l'avais fait parce que moi, je suis avide d'informations, j'adore les détails, je cherche à tout comprendre. Comme on le dit, s'informer, c'est empouvoirant. S'informer, ça nous donne du pouvoir. Et donc, je cherchais beaucoup d'informations, j'en ai trouvé, mais moi j'adore, plus j'ai de renseignements, plus j'adore. C'est ça qui me permet, comme dit ma psy, c'est ça qui me permet de me sentir en sécurité et en puissance aussi, on va pas se mentir. Mais je trouvais qu'il y aurait pu avoir quand même un peu plus de contenu sur la vague. Donc je me suis dit, j'ai remercié vraiment à chaque fois que je tombais sur un contenu, sur des femmes qui partageaient leur expérience. Je les remerciais comme ça, je disais mais merci de créer ce contenu-là. Et je me suis dit, à moi aussi, à mon tour, d'apporter ma pierre à l'édifice et de partager. Parce que ce que j'aimais, c'était d'entendre des récits différents. Même des récits qui pouvaient me faire peur, même des récits où je me disais, moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Eh bien, je me suis forcée à écouter
pour vraiment avoir tout en tête. Et ça, c'est quelque chose que je recommande parce que pour le premier accouchement, j'ai voulu mettre des œillères des fois sur certaines choses, comme la césarienne par exemple. Et ben, ça m'est arrivé, hein, c'est pas en mettant des œillères qu'on s'empêche certaines choses. Par contre, en s'informant sur tout, ça peut être des fois moins traumatisant parce qu'on comprend un peu plus ce qui se passe, ou on sait du moins quand on parle de quelque chose ce que ça veut dire. Et puis aussi, peut-être aussi gagner en confiance pour poser les questions aux professionnels de santé ou oser dire non aussi. Et ça, vous allez le voir, ça a été un peu différent aussi pour ce deuxième accouchement. Alors finalement, tout de suite pour commencer, parce que ça sert à rien de mettre le suspense, parce que surtout si vous me suivez, et comme je l'ai dit précédemment, donc le premier accouchement, c'était une césarienne d'urgence, même si c'est passé plein d'étapes, hein, je suis allée jusqu'à la poussée. Pour ce deuxième accouchement, eh bien j'ai pu accoucher par voie basse. Comme ça, vous avez la fin au début. Et donc maintenant, je vais dérouler le fil aussi de comment ça s'est passé. Alors moi, il faut savoir que pour mes 2 accouchements, je vais jusqu'au bout du bout. Et surtout là, je suis allée au bout de ce que je pouvais en termes de grossesse, c'est-à-dire que j'ai accouché à 41 semaines et 6 jours. Sachant que généralement, on aime bien que l'enfant sorte à 42 semaines pile. Donc il me restait qu'1 jour. Et ça aussi, je vais vous donner un conseil qu'une amie m'a donné, je la remercie encore de me l'avoir donné il y a 3 ans ce conseil, c'est que quand on vous donne la date du terme, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que vous allez accoucher. Ça veut peut-être même pas dire que vous allez accoucher avant. Vous pouvez accoucher après. Vous pouvez coucher avant. Vous pouvez accoucher le jour du terme. Mais du coup, ce qui est important de savoir, c'est une estimation. Et je dis ça parce que trop souvent autour de moi, j'entends des personnes être sûres que ça va être à ce moment-là, ou voire être sûres d'accoucher avant. Et moi, la première. Pour mon premier accouchement, j'étais sûre que j'allais accoucher 2 semaines avant. Et c'est souvent ce qu'on se dit, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, cette amie m'avait dit, Camille, prévois-toi quelque chose le jour de ta date du terme. Parce que trop souvent, si on n'a pas accouché, le jour de la date du terme, on est là, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon, ça sort pas. Et donc de se prévoir quelque chose, une activité, une sortie, voir des amis, ça permet d'arrêter d'être sur l'horloge ou la date et de stresser. Et du coup, moi, pour cette deuxième grossesse, j'étais quasi sûre d'accoucher post-terme, après terme, même si tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés disaient « Ah non, mais ça va arriver avant. Le deuxième, ça arrive toujours avant. » Mais ça m'énerve qu'on me dise ça. Non, je pense que je vais accoucher post-terme. Et je préfère aussi mentalement me préparer à ça parce que sinon, qu'est-ce que c'est long? Si on pense accoucher 2 jours avant terme, en sachant que j'ai accouché 1 semaine après terme, ça fait presque un petit mois d'attente. C'est l'horreur. L'horreur. Et pour avoir eu des copines qui ont été comme moi accouchées post-terme, eh bien ça a été très très long pour celles qui se disaient qu'elles allaient accoucher avant. Donc bref, ça c'était mon petit conseil donné par une amie et je la remercie. Donc j'ai accouché à 41 semaines et 6 jours en étant déclenchée. Il faut savoir aussi, et ça va dépendre des maternités, ça va dépendre des protocoles, ça dépend aussi quand vous avez accouché. Je sais que dans cette maternité, le protocole, et c'est normal, ça évolue, n'était pas du tout le même il y a 20 ans. Il y a 20 ans, dans ma situation, c'est-à-dire avoir eu déjà une césarienne, le bébé n'arrive pas, il faut me déclencher, eh bien on m'aurait tout de suite fait passer par une césarienne. On n'aurait même pas tenté un projet AVAC. Aujourd'hui, c'est différent. Moi qui pensais en plus qu'on ne pourrait pas me déclencher, on m'a dit non, on peut vous déclencher. On ne pourra pas vous déclencher avec la boîte à outils du déclenchement, mais si on doit vous déclencher, ça sera probablement avec un ballonnet. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, et je suis en train de lire le descriptif sur la page elsen.care. Donc c'est une sorte de double ballon qu'on va mettre à l'intérieur. Donc il y a un petit ballon qu'on va... Donc au début ils sont pas du tout gonflés, on va les insérer au niveau du col, donc après le col qu'on va faire gonfler avec du sérum physiologique, et un autre qu'on va faire gonfler aussi au niveau du vagin. Donc il est introduit par voie vaginale, et le ballonnet, comme il va gonfler, il va agir par pression mécanique, donc c'est pas hormonal, c'est mécanique sur le col, et en faisant une sorte de pression parce qu'il est gonflé, ça va stimuler. C'est comme si en fait je pense, hein, et encore une fois, je ne suis pas médecin, donc les termes ne sont peut-être pas précis, il y a peut-être des erreurs, donc vous aurez le droit de me corriger. Mais en fait, ça imite comme si c'était le bébé qui était en train de pousser sur le col, et donc ça va stimuler la production de prostaglandine, ce qui va favoriser les contractions, la dilatation du col, et c'est quelque chose qui est assez doux, entre guillemets, parce que ça se rapproche plus du physiologique. Donc et surtout, quand on a déjà accouché par césarienne, on va rechercher quelque chose de doux,
parce que quand on a accouché par césarienne, on a été ouvert sur différentes couches, 7 couches, dont l'utérus. Et donc on dit que l'utérus, il est cicatriciel, c'est-à-dire qu'il a eu une cicatrice, il a été coupé et puis il a dû être recousu. Et donc il est un petit peu plus fragile. Et donc quand il y a des contractions, ça tire sur l'utérus. Et souvent, ce qu'on va dire, et souvent aussi la manière dont l'accouchement après une césarienne va tourner tout autour de ce risque. C'est un risque, mais en soi, il est rare, mais c'est quand même un risque et que les gynécologues ne souhaitent pas prendre, qui est la rupture utérine. Donc c'est quand, pendant des contractions, je crois même que ça peut arriver aussi au cours de la grossesse, mais pendant des contractions ou l'accouchement, il y a ce risque que l'utérus se rompe, et là ça peut être très dramatique pour le bébé et pour la maman des fois aussi. Donc, quand il y a un déclenchement, on va aller doucement, donc on va laisser déjà le ballonnet agir, maturer le col, lancer le travail. Et on m'avait dit, une fois que c'est bien, le col est déjà ouvert, que le travail est bien lancé, on va ajouter du coup de l'ocytocine en petite dose pareil pour continuer à faire ce travail-là. Et moi, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur parce que j'avais lu que l'ocytocine sur l'utérus cicatriciel, on fait surtout pas ça. Mais la gynécologue m'avait rassurée, m'avait dit c'est des petites doses et on ne le fait pas avant d'avoir posé un ballonnet qui est déjà un travail en cours en fait, évidemment. Donc vraiment quelque chose qui essaye d'être doux. Même si on pourrait dire le plus doux c'est la physiologie, je suis d'accord. Mais voilà. Donc j'arrive post-terme et là pas de choix, je sais que je vais devoir être déclenchée. Ce n'est pas faute d'avoir tout essayé, tout ce que vous lisez sur internet, je l'ai essayé. Je l'avais déjà essayé pour ma grande, ça n'avait pas fonctionné. Et là, j'ai réessayé en ajoutant même des choses supplémentaires comme le tire-lait, etc. Donc le tire-lait, oui, ça m'a donné des contractions, mais ça n'a pas été des contractions efficaces qui ont agi sur le col. Donc, comme me disait ma sage-femme, il faut que vous soyez prête. J'étais prête. Il faut que votre bébé soit prêt. Et il faut aussi que le placenta soit prêt pour qu'il y ait une naissance. Donc ça fait beaucoup de combinaisons. Donc quand on vous dit « Ah oui, moi, j'ai essayé ça, puis tout de suite après, mon bébé est né, etc. » Ça fonctionne. Non. Chaque grossesse... Enfin, si, ça a fonctionné pour cette personne, mais chaque grossesse, chaque situation est différente. Et des fois, en fait, ça a fonctionné parce que juste, on n'aurait rien fait. Le bébé serait peut-être né aussi à ce moment-là. Donc voilà. Je sais que c'est pas évident, surtout quand il y a la peur d'être déclenché. Et c'était mon cas. Parce que je me disais, si je suis déclenchée, je connais. Il y a la cascade d'événements. Et j'ai peur que ça conduise à une césarienne, j'ai peur que en fait, ça conduise peut-être à une rupture utérine, alors que si on m'avait laissé faire physiologiquement, il n'y aurait rien eu de tout ça. Donc, il y avait des peurs. Mais j'ai décidé, parce que j'ai eu plein d'entretiens, parce que j'ai fait un travail de mon côté, et un travail aussi avec la maternité, avec beaucoup de discussions, j'ai décidé que si j'accouche là-bas, il faut que je fasse confiance à l'équipe. Et j'ai choisi cette maternité parce que j'ai confiance en cette maternité. Donc de me dire aussi, ok, j'ai ce projet de naissance en béton, et je vous invite à écouter du coup l'épisode 170, comment se préparer à ça. Et je pense, maintenant que j'ai accouché après coup, que ce projet de naissance, il a tout fait. Il a tout fait. Je pense que j'aurais pas eu de projet de naissance, peut-être que les sages-femmes et tout ça se seraient dit, c'est peut-être pas très grave pour cette personne de repasser par une césarienne, ou alors c'est peut-être pas très grave si elle reste sur le dos, ou alors c'est peut-être pas très grave si on lui met une péridurale, ou... Et là, en fait, en faisant un projet de naissance, en montrant qui je suis, ce qui est important pour moi, le refus de certaines choses, et ça, j'ai beaucoup apprécié de la part de l'équipe de la maternité de Lyon, Saint-Joseph-Saint-Luc, pour ne pas les citer, parce qu'elles font vraiment un travail formidable. Toute l'équipe, vraiment, toutes les personnes, tout le personnel que j'ai eu, vraiment, je suis vraiment reconnaissante parce que je sais qu'il suffit des fois d'une personne malveillante ou maltraitante pour que ça change toute l'expérience et que l'expérience devienne traumatisante. Donc je me disais, ok, l'équipe est bien, mais il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu moins bien et ça change tout. Et j'ai eu tout le monde qui a été très bien. Toutes les sages-femmes, à chaque fois qu'elles venaient, elles me disaient, j'ai lu, j'ai pris connaissance de votre projet de naissance, même elles le répétaient, j'étais là, waouh, ok, cool, je me sens vue, je me sens entendue, je me sens prise en considération. Et c'était très chouette, on reviendra là-dessus. Donc, le déclenchement se passe un samedi en fin de journée. Alors, pour la pose du ballonnet, j'avais assez peur d'avoir mal parce que moi, les touchés vaginaux, ça me fait super mal. Surtout que là, mon col, il était postérieur, donc elle a dû mettre l'avant-bras. C'était waouh. Et la précision, la sage-femme, elle a vraiment été aussi incroyable, c'est qu'elle est allée
petit à petit, elle me disait, on arrête, on fait des pauses, on y va doucement. Donc elle a fait tout ça, et même en faisant tout ça, bah voilà, j'ai eu mal. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, elle m'a dit, vous avez le droit de pleurer. Parce que je pleurais évidemment après. Elle m'a dit, vous avez le droit de pleurer, ça fait mal, et je vais vous expliquer pourquoi ça a fait mal. C'est parce que votre col, il était quand même très très loin, etc. Alors on pourrait se dire, oui, bah oui, c'est bien gentil, mais il aurait fallu ne pas faire toucher du tout. Je suis d'accord, et en même temps, bah, on est dans une maternité, et il y a des choses où je me suis rendu compte où voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux agir, et des choses où bah, va falloir aussi voilà, que l'équipe puisse faire son travail aussi, et ça va être quelque chose main dans la main. Et c'est vraiment ce ressenti que j'ai eu aussi. Et donc pour la pose du ballonnet, donc j'étais assez stressée, donc j'ai demandé est-ce que voilà, il y a des antidouleurs, des choses qu'on peut me proposer. Donc ça, j'étais contente d'avoir été proactive là-dessus. Et elle m'a dit, oui, tout à fait, on peut vous donner des antidouleurs, on peut vous donner aussi le gaz hilarant. Et comme le gaz hilarant, je connaissais déjà parce que je l'avais eu pour ma première tout au long du travail avec déclenchement sans péridurale, donc je connaissais son fonctionnement. Et du coup, j'ai choisi ça. Et je suis contente, ça m'a permis de bien me concentrer, mais en fait, en soi, ça faisait pas mal en fait. La gynécologue, quand elle est venue, elle m'a dit en fait ce qui va faire le plus mal, c'est la pose du spéculum. C'était le cas, c'était la pose du spéculum et de nettoyer un peu le col de l'utérus au coton-tige, j'ai pas trop aimé. Il faut savoir aussi il y aura des petites choses un peu marrantes aussi au cours de l'accouchement, mais petite chose marrante aussi, c'est que j'ai un périnée quand même bien tonique, hein, qui des fois peut me créer des douleurs justement en postpartum lors des rapports intimes. Mais donc, bien tonique, et la gynécologue pose le spéculum, et puis à un moment donné, bah, elle doit prendre le ballonnet, donc elle peut plus tenir le spéculum. La base du spéculum, c'est de poser ce spéculum, et puis après, on peut avoir ses deux mains libres, etc. Pas avec moi. Parce que là, elle enlève sa main, et je fais « Oui, je sens que mon vagin, je sens que mon périnée, les muscles de mon périnée sont en train d'expulser le spéculum, quoi. » Et là, le spéculum, plouf il sort de mon vagin, il tombe par terre, quoi. Il traverse pas la pièce, mais il va loin quand même. Et là, bah, du coup, oui, la gynécologue est pas forcément contente parce que bah, on a tout stérilisé, tout ça, et le spéculum tombe par terre, et donc bah, on va devoir tout recommencer, quoi. Et pour moi, à ce moment-là, j'ai ce sentiment de « Ah, je fais pas assez bien les choses. Ah, elle a dû croire que j'ai fait exprès, mais alors que j'ai pas fait exprès, je contrôle pas mon périnée comme ça, là. » Et donc, voilà, je pleure à ce moment-là. Hein, je vous dis tout, hein, je pleure à ce moment-là en me disant « Mais voilà, je suis nulle. » Vraiment, dans ces moments-là. Alors que c'est bête, hein, après coup, mais c'est vraiment une position aussi vulnérable et face à la blouse blanche. Et je le rappelle, elle était bienveillante, cette gynécologue. Voilà, elle s'est juste un peu dit, bon, bah, va falloir qu'on recommence, donc elle n'était pas très contente, et peut-être parce qu'elle se disait, bah, la pauvre, on va devoir refaire l'étape, alors pour elle, c'est peut-être déjà difficile. Et puis finalement, la deuxième fois, ça s'est passé encore plus facilement, puis on a pu discuter, et c'était très, très, très bien. Et donc, du coup, elles ont dû être deux pour tenir le spéculum. Donc bref, on me pose ce ballonnet, je retourne en chambre, donc je suis déjà dans la chambre suite de couche, donc c'est très bizarre d'être enceinte, je n'ai pas encore accouché, et je suis déjà au milieu de toutes ces femmes et parents, jeunes parents, qui ont des bébés que j'entends pleurer, donc c'est très particulier. Donc on s'installe à la chambre, on mange, et là on se dit, bah faut qu'on essaye de dormir un maximum, parce que bah, les contractions peuvent arriver, et puis bah ça se trouve la nuit va être courte, quoi. Et moi, je sens que les contractions arrivent, et je me mets une musique hypnobirthing, vraiment une musique qui me met dans un état second. Et je le sais parce que pour ma première, encore une fois, quand j'avais fait tout le travail sans péridurale, c'était vraiment le cas quand j'avais mis cette playlist. Et là, je sens qu'il y a des contractions qui viennent. Je sens qu'il y a des contractions même intenses, mais en fait, elles sont intenses, et en même temps, je suis dans mon corps et pas dans mon corps, quoi. Je suis dans mon corps et je plane. Et donc, je sens qu'elles sont intenses, mais je ne sens pas de douleur. Et même moi, je me dis, mais tain, elle est intense et facile, quoi. Et en plus, je me dis, bon, bah, facile aussi, peut-être parce que bah, j'ai pas la poche des os qui a rompu, j'ai pas encore été déclenchée. Donc, comparé à la première, quand j'ai vécu des contractions sous déclenchement, bah, peut-être que ça me semble facile, entre guillemets. Donc, je continue, je dors plus ou moins. Et vers 2h du matin, là, je sens que je suis toute mouillée. Et là, je me dis, ah, j'ai peut-être perdu la poche des os. Donc, je réveille mon mari, et on appelle et on nous descend. Mais en même temps, vous voyez, ce qui était marrant aussi, c'est que pendant que j'avais le ballonnet, je sentais mais une pression intense, quoi. Je sentais que mon vagin, il se contractait aussi, quoi. Je me disais, mais ça va exploser le ballonnet, comme quand j'ai expulsé le spéculum, quoi. Et donc, on descend en salle d'accouchement, et pour m'examiner. Du coup, elle m'examine, mais elle me dit, avant même, ah, je sais pas si c'est la poche des os ou si c'est un des ballonnets qui a rompu.
Et là, dans ma tête, pareil, encore une fois, oh là là, catastrophe, mais qu'est-ce que je suis nulle, ça se trouve, le ballonnet, bah, il a explosé, donc tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça servait à rien, ça n'a pas maturé le col, qu'est-ce que ça veut dire, Enfin, je commençais un peu, pareil, à me dire tout ça et en me disant, allez, on se calme, quoi. Et donc, elle vérifie, il y a effectivement un des ballonnets qui a rompu, mais elle me dit, mais il y a eu quand même la poche des os, quoi. Et elle fait le test et effectivement, il y a une petite fissure de la poche des os, donc c'est peut-être la pression de la poche des os qui a rompu, plus peut-être mon périnée, mais qui a fait que voilà, les ballonnets, on les a retirés. Mais du coup, je me suis dit, ok, que ça veut dire maintenant. Et on le retire et elle dit, bah voilà, on va laisser encore un petit peu de temps. Parce que là, il y a des contractions qui ont l'air d'être bien lancées. Donc, je vous laisse pour l'instant gérer votre truc, quoi. Et donc, de 2h jusqu'à 5h du matin, je gère mes contractions en mouvement. Donc, ce qui est génial dans cette salle, c'est que je vois qu'il y a une corde. Mais personne m'en a parlé, mais c'est même mon mari qui m'a montré, il m'a dit bah tu veux faire ça, je dis ouais ok, donc il déballe la corde, je sais pas trop comment l'utiliser, mais je fais des choses, je me pends, enfin on se comprend quoi, je m'étire, on va dire ça comme ça, et je bouge mon bassin, on est toujours avec cette musique hypnobirthing, et ce qui est cool dans la salle c'est qu'il y a une enceinte, donc c'est vraiment chouette, et la sage-femme de nuit me dit ah mais c'est trop cool d'être dans votre chambre, c'est relaxant, parce qu'il y a cette musique hypnobirthing, elle dit on n'a pas envie de partir quoi. Je dis, mais peut-être faudrait l'arrêter. Elle dit, non, c'est génial, c'est continuer comme ça, c'est super et tout. Et vers 5h du matin, on m'examine et je suis ouverte à 3-4 cm. Et là, la sage-femme, elle dit, bon, bah, on va continuer à faire avancer les choses. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait une rupture des membranes, qu'on puisse mettre l'ocytocine. Et sachant que vous avez eu mal quand même pour les précédents examens, ça serait mieux que vous ayez la péridurale maintenant, en sachant que vous pourrez revenir sur l'épisode 170, mais je savais que j'allais avoir une péridurale. Ça a été aussi beaucoup de discussions, de réflexions avec l'équipe. Mais eux, pour accompagner un AVAC, préfèrent la péridurale au cas où s'il y a une césarienne pour ne pas être sous anesthésie générale, chose que j'avais connue pour la première, que j'ai bien vécue, mais que j'ai connue. Du coup, elle me dit, on va mettre la péridurale, et là je me dis, mais mince quoi, je suis que à 3-4 cm. Je gère les contractions bien, enfin, même s'il y en a des intenses, je sens que je les gère bien, que je peux aller plus loin. Et que justement, aussi, je me disais, il faut que j'aille le plus loin possible sans péridurale pour que le travail continue à avancer. Mais dans ce moment-là, pareil, je m'étais dit, je décide de faire confiance à l'équipe, donc je fais confiance à la sage-femme. L'anesthésiste arrive, alors il faut savoir aussi pareil, que la péridurale, c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. J'avais pas envie, je préfère largement... c'est pour vous dire, accoucher sans péridurale, tellement j'avais peur de la pose de la péridurale. Mais en fait, ça ne fait pas mal. Je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu mal, et j'avais quand même l'appréhension, parce que souvent les gens disent « Ah ouais, mais comparé aux contractions, du coup, ça fait pas du tout mal la péridurale. » Et moi, je me disais « Mais moi, les contractions, je les gère, là, elles me font pas mal, donc ça se trouve, la péridurale va me faire mal. » Et pas du tout, et l'anesthésiste, elle a été super chouette. Et mon mari a pu rester, alors que quand j'avais fait les entretiens, on m'avait dit non, il restera pas. Et là, la sage-femme, et je la remercie aussi, la sage-femme Camille, a dit à l'anesthésiste, oui, il reste. Donc bon, ok, allons-y. Et c'était très chouette, et la péridurale, on me l'a posée. Et dans mon projet de naissance, du coup, c'était aussi, une fois qu'on me l'a posée, alors bien sûr, il faut attendre qu'elle soit bien répartie de partout, mais une fois qu'elle est bien répartie de partout, dans mon projet de naissance, c'était « mettez-moi en mouvement ». Toutes les 30 minutes, 1 heure, je veux que ce soit mon mari, soit les sages-femmes qui me bougent, quoi. Donc, on me met la péridurale vers 5h du matin, on commence à mettre l'ocytocine en petite dose, et on rompt les membranes, si je me trompe pas. Donc, on me pose la péridurale, c'est à peu près 5-6 heures, et c'est vrai que c'est cool quand même la péridurale. Alors elle est micro-dosée, donc au début quand même, voilà, je sens plus du tout les contractions. Et avec mon mari, on se dit ah ouais, c'est quand même cool, hein, c'est quand même cool. Il dit je comprends pourquoi les gens prennent la péridurale. Parce que pour le premier accouchement, il devait être là toutes les 5 minutes à me masser, etc. C'est du boulot aussi pour lui, comme pour la personne qui accouche. Là, c'était un peu plus calme, mais ça a été long quand même. Aussi, une autre chose qu'il a dite, c'est qu'il disait aussi, je comprends pourquoi certaines personnes décident d'aller en césarienne. Parce qu'en 15-30 minutes, ton bébé est là. Nous, quand ça fait des heures et des heures qu'on est en salle, qu'on voit le temps défiler, parce qu'on a en plus la grosse horloge là en face de nous, on voit l'heure qui passe, etc. On se dit, ah ouais. Et en même temps, j'étais dans un autre monde aussi, quoi. Vraiment, cet accouchement, j'étais dans ma bulle. Et bref, donc on me pose la péridurale, et vers les 9h, là je décide, parce qu'on était toujours avec la musique hypnobirthing,
Mais en fait, je commence à partir dans un état second. Alors bien sûr, il y a la péridurale, etc. Mais je sens que là, je suis pas dans un état pour accoucher. Je suis trop endormie pour accoucher. Je suis trop endormie et je me dis ça va pas, je suis sur le côté ou le dos, je sais plus à ce moment-là. Et je suis trop endormie, donc il faut que je me réveille, il faut que je m'active. Et donc vraiment, je sors de cet état second et je dis à mon mari, arrête l'hypnobirthing, là, il faut que je mette de la musique qui bouge, donc fais-moi bouger, quoi. Faut qu'on se remue, là, pour sortir le bébé, quoi. Donc, on met de la musique qui bouge, et là, du coup, avec la péridurale microdosée, je vais bouger. Et ça on m'avait dit, lors de la prépa accouchement, on m'a dit, oui, vous pouvez bouger, vous pouvez mettre dans ces positions, il n'y a pas que sur le côté. Et déjà, moi, j'apprenais quelque chose, parce que je voulais pas la péridurale, parce que je pensais que on est sur le dos automatiquement, hein, un peu comme dans l'émission Baby Boom. On est sur le dos, voire au mieux sur le côté, et que quand on accouche, c'est sur le dos, voire peut-être sur le côté si on a de la chance. Et pendant ma prépa yoga accouchement à la maternité, la sage-femme m'avait dit non, elle m'avait montré plein de positions qu'on peut faire, dans lesquelles on peut bouger, voire même expulser l'enfant. Et j'étais là, ah ouais, mais je savais pas. Donc du coup, je me dis, en fait, c'est presque comme, on va dire, un accouchement physiologique, dans le sens où c'est une position un peu plus physiologique que sur le dos. Mais je me disais, bon, entre la théorie et la pratique, c'est peut-être ce qu'on essaye de me vendre, mais c'est peut-être pas ce qui se passera le jour J. Donc j'étais un peu sur ma réserve. Donc, mon mari savait aussi qu'il fallait me bouger, donc la première chose que je fais, c'est que je me mets à genoux, à quatre pattes. Donc il y a plein de fils, hein, entre la perf d'ocytocine, la péridurale, etc. Je suis enroulée de fils. La perf qu'on me met sur le poignet, c'est ultra douloureux sur le poignet. Donc en gros, quand je me mets à quatre pattes ou à genoux, je tiens qu'à une main, quoi, avec tous ces fils et la perfusion qui tire, quoi. Et mes jambes qui tremblent parce que y a quand même une péridurale, même si elle est microdosée. Mais j'arrive à tenir sur mes genoux. Et ça, je le dis parce que c'est vrai qu'il y a plein de mes amis dans mon entourage qui ont accouché par péridurale et même des fois microdosée, mais qui me disaient mais comment t'as fait, quoi, pour tenir et tout. Et en fait, j'ai quand même pas mal tenu à la force des bras. Les jambes, des fois, à un moment, j'en pouvais plus, donc je me disais mais là, je suis en train d'écraser mes jambes, je les sens plus, mais je vais avoir des fourmis. Donc ça, à un moment, c'est ce que j'ai eu. Enfin bref, donc là, en début de matinée, je bouge. Là, je bouge dans tous les sens. Vers 9h, je bouge dans tous les sens. La sage-femme, elle revient vers 10h, elle m'examine. Et avant de m'examiner, quand je suis comme ça à genoux, je sens que ça pousse. Et ça, on le sait, quand ça pousse, quand on a envie de faire caca, c'est qu'on n'est pas très loin non plus, que ça commence à bien, la tête du bébé a bien descendu et appuie sur le rectum. Et je disais à mon mari, mais là, c'est les mêmes sensations que pour la première, quand j'étais à la fin, là, presque en train d'accoucher. Je dis, mais j'étais à 3-4 cm il y a quelques heures, ça a peut-être évolué, quoi. Et quand la sage-femme arrive et m'examine, elle me dit, allez, je vous laisse deviner, vous êtes à combien là, vous pensez? Je dis, au moins à 7. Elle me dit, vous êtes à un bon 8. Et là, je me dis, oh waouh, ça évolue. Parce que jusqu'à présent, quand on m'examinait, ça avançait tout doucement. Et en soi, quand je calcule l'accouchement, quoi, ouais, c'était 1 cm par heure, même pour un deuxième. Donc bon, mais voilà, pour ma mère, ces accouchements aussi ont été longs, donc je me dis, bon. Et encore une fois, quand on dit, c'est un deuxième, c'est un troisième, ça ira plus vite, peut-être pour certaines femmes, mais pour d'autres femmes, et c'est important de l'entendre aussi, ça peut être long. Voilà, faut le dire. Et long et en même temps pas long, parce que quand on vit le truc... Enfin voilà, je suis contente de chacune de ces heures parce que c'était top, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc bref, vers 10h, je suis à 8 cm, donc elle me dit continuez comme ça, continuez à bouger. Et donc je continue à être à genoux, etc. Et à midi, là je ressens des contractions super fortes. Comme si j'avais pas de péridurale. C'est les mêmes contractions que je ressentais pour ma fille quand j'étais déclenchée sans péridurale. Et puisque là, j'étais déclenchée avec de l'ocytocine, c'était la même chose. Sauf que là, cette fois-ci, je sentais les contractions et dans le ventre et dans le dos. Donc, c'était intense. Et pareil, en même temps, j'ai géré, quoi. En même temps, ça allait, mais je me disais juste, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle n'est pas dosée, etc. Enfin, elle n'est pas dosée. C'était à moi, évidemment, d'appuyer aussi. Et donc, à un moment, j'ai quand même appuyé. Mais comme là, on m'avait dit que j'étais à 8 cm, que c'est... j'osais plus trop appuyer, en fait. Je me disais, si ça arrive bientôt, j'ai envie de sentir. Donc, je sentais que les contractions étaient intenses.
Je savais pas trop si j'avais le temps de rappuyer ou si pas. Et dans le doute, j'ai préféré ne pas rappuyer. Mais je comprenais pas pourquoi. Et c'est grâce à une amie, merci Amandine, que son hypothèse me semble plausible, mais vous me direz, vous, si vous êtes professionnel de la santé. C'est-à-dire que quand on met une péridurale, et ça peut arriver si par exemple on se met sur un côté spécifique. Par exemple, si on se met sur le côté droit, peut-être qu'au bout d'un moment, à gauche, on va sentir les contractions. Et donc généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se remettre sur le côté gauche pour que le produit aille bien là. Et elle, son hypothèse, elle me disait, Camille, comme toi, tu étais à quatre pattes, à genoux, et bien peut-être que la péridurale, en fait, comme il y avait la gravité, elle pouvait pas monter, aller jusque dans ton dos, donc elle restait peut-être au niveau de la vulve, au niveau du vagin, mais que dans ton dos ou dans ton ventre, il n'y avait plus la péridurale. Et je pense que c'est une probabilité possible, vous me direz, si vous êtes professionnel de la santé, si c'est le cas, mais effectivement, comme j'étais tout le temps à genoux, en fait, la péridurale, c'était comme j'aurais dû peut-être me remettre sur le côté pour qu'elle elle refasse effet de partout avant de me remettre à genoux. Mais bon, comme j'arrivais à gérer, pas de souci. Mais je me disais juste, ok, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il y a les contractions dans le ventre et dans le dos qui se font sentir avec l'ocytocine, donc bien hardcore, quoi. Mais pareil, hardcore, je sais qu'elles sont hardcore, mais je les gère, je respire je respire aussi vraiment à chaque contraction parce que c'est important, mais aussi parce que des fois, le cœur du bébé, je sens que il a un petit coup de faiblesse et donc je vais bien respirer, bien m'oxygéner pour que ça aille bien. Et effectivement, ça avait aidé. Donc, vers midi et demi, là, je suis à 10 cm. Donc, ça y est. On essaye les premiers essais de pousser. Donc là, elle me dit, on va se mettre sur le dos pour pousser. Donc moi, dans ma tête, je me dis, oui, le dos, c'est pas l'idéal. Mais bon, je me dis, on teste. Et là, c'est trop bizarre parce qu'on se dit, quoi, là, je suis en train de pousser, c'est-à-dire que le bébé va sortir. Là c'est maintenant. Je suis pas prête. Là, c'est maintenant ou pas maintenant? Mais c'est des premiers essais de pousser. Et on fait sur le dos et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que quand elle me dit pousser vers le bas ici sur mon doigt, etc., elle me dit mais vous sentez la différence, qu'il y a une poussée efficace ou pas? Et je dis non. Là, en vrai, je dis non, j'arrive pas. C'est pour moi, là, c'est du chinois, enfin, j'arrive pas. Et je dis est-ce qu'on peut se mettre dans une autre position? Est-ce que je peux me mettre à quatre pattes? Elle me dit ok, on essaye. Et là, quand je me mets à quatre pattes, ou plutôt, elle me dit, il faut pas se mettre à quatre pattes, il faut plus se relever. Donc, je suis plus, on va dire, sur les genoux, quoi, et le dos droit. Et pas cambré, vraiment, le bassin arrondi. Et là, elle me dit, on fait la poussée. Et là, effectivement, et je suis fière de moi aussi d'avoir réussi à pouvoir dire, non, moi, ce que je sens juste, là, il faut que je change de position. Et donc, on essaye. Et là, elle me dit, oui, c'est très bien. Là, vous voyez la différence? Et là, je dis, oui, là, je sens mieux. Là, je sens ce qu'est une poussée efficace, quoi. Et j'arrive à bien accompagner. Et elle me dit, ok, là on est à 10 cm, bébé est encore un petit peu haut, on peut se laisser 2 heures pour faire descendre bébé tranquillement. Je dis, oui, laissez-nous le maximum de temps, je veux qu'on gagne du temps, que tout se passe le plus lentement possible et du coup le plus physiologiquement possible, si possible. Et elle me dit, vous allez vous mettre assise en tailleur, comme ça on va bien ouvrir le bassin. Et donc, c'est ce que je fais, je me mets assise en tailleur. Après, je me remets à genoux au bout d'un moment aussi, pour vraiment la faire descendre. Je sens que ça pousse, donc j'accompagne, je respire bien, je visualise bien cette fois-ci pour l'aider à ouvrir ce col, etc. Tout en essayant de manager, de dealer avec les contractions dans le ventre et dans le dos. Et puis, il est 14h quelque chose, et là c'est le moment de s'installer. Là, on s'installe vraiment, quoi. Il y a l'auxiliaire qui arrive, elle s'installe, elle met les gants, etc. On continue. Donc là, on fait pareil, la poussée où je suis à genoux, ça se passe bien. Puis à un moment, super sage-femme, Louise, mais qui me propose quand même de me remettre sur le dos, et là, je refuse. Je dis non, là, sur le dos, ça va pas être possible. J'ai des contractions dans le dos, pas possible. Elle me dit, ok, dernière option, accroupi. Ok, accroupi, tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a la gravité, je prends. Et accroupi, mais comment, quoi? Parce que du coup, j'ai la péridurale, donc c'est une table qui permet aussi de se redresser, c'est une table qui permet de baisser les jambes et d'être en sorte de squat. Mais en squat, c'est beaucoup plus facile d'être en squat quand il y a par exemple les chaises avec un trou au milieu pour s'asseoir et accoucher. Là, il n'y a pas de trou au milieu, donc c'est un peu à la force de mes bras pour pas tomber puisque mes jambes me tiennent pas, quoi. Et donc il y a des fois, je tombe, donc elle me dit, on va vous relever parce que sinon, si bébé sort, vous allez écraser votre bébé, mais c'est tout à la force des bras, quoi. Et là, pareil, on pousse, et en fait, je me dis, c'est long.
En fait, naïvement, je me disais, bon, en quelques poussées, c'est ce qu'on entend souvent, ça y est, bébé sera sorti, quoi. Et là, ça sort pas, je sens que ça avance un peu. À un moment, elle me dit, vous sentez que ça avance? Je dis, oui, mais bon, ça avance, et en même temps, c'est toujours pas là, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Et elle me dit, à un moment, vous voulez toucher bébé? Je dis, ça dépend, est-ce que je dois mettre ma main loin dans le vagin? Elle me dit, non, pas tant que ça, et donc je mets, et je la remercie de m'avoir proposé ça, parce que c'était, je chantais les cheveux, et j'ai eu un moment un peu de pleurs, je me suis dit, voilà, calme-toi, reprends tes esprits, et on continue, je continue à pousser à la force des bras, de mon périnée, etc. Et pareil, je trouve ça long, et je me dis, à tout moment, parce qu'à un moment aussi, elle a dit à l'auxiliaire, prépare-toi si on a besoin d'aide. Et là, je me dis, aïe, 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 ils vont appeler un gynécologue, je vais avoir des forceps, ventouses, peut-être épisio, alors que c'était bien mis sur mon projet de naissance, pas d'épisio. Ou peut-être à tout moment, on va me dire, désolée madame, vous avez essayé, mais là, on va partir en césarienne. Un peu ce qui était arrivé pour la première. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'on allait me dire ça. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est long? Et puis à un autre moment, elle me dit, ça y est, la tête est sortie, est-ce que vous voulez toucher? Et là, je dis, ah là, non, je peux pas, parce que j'étais à la force des bras, je dis, si je la touche, ça veut dire que je me tiens que à un bras avec les bras tremblotants. Non, désolée, j'aurais bien aimé, mais désolée. Et puis, après, au bout d'un moment, avec la gravité, effet toboggan, plouc, bébé sort, et là, elle me dit, allongez-vous, parce que du coup, j'étais accroupie. Et là, je ne sais pas comment, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que je me suis jetée en arrière sur la table, et on m'a posé bébé de dos. Et là, au moment où mon bébé sort, et qu'on me pose ce bébé, là, tout gluant, tout chaud sur mon ventre, j'explose, et je dis... J'y crois pas, c'est pas possible, j'y crois pas. Et je pleure, mais pendant 5 minutes, je suis incontrôlable, je suis en pleurs, je n'arrive pas à réaliser que, ça y est, bébé est sorti, par voie basse, que j'ai réussi, badass, en mode accroupi à la force des bras, moi qui croyais qu'on allait me dire, vous partez en césarienne. Ça y est, bébé est là, quoi. Et c'est dingue, j'y crois pas. Et c'est important aussi que je vous ai dit, on m'a mis bébé le dos, donc je vois que son dos. Et pour moi, pendant toute la grossesse, je pensais que c'était un garçon, parce qu'on souhaite découvrir le sexe à l'accouchement. Et pour moi, je me dis, c'est un garçon, j'ai même pas besoin de regarder. Et à un moment, quand même, je dis à mon mari, mais on n'a toujours pas regardé, on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et ce que j'adore aussi, c'est que les sages-femmes n'ont pas sorti le bébé et m'ont pas dit « Ah, c'est une fille, c'est un garçon ». Elles ont dit « Ah, on vous laisse regarder, c'est pas à nous de vous dire ». Et j'ai trouvé ça tellement à sa place. Et c'est mon mari qui regarde et qui me dit « C'est une fille ». Et je fais « Quoi ?» et là, je me suis dit « C'est trop pas, il faut qu'il regarde, quoi ». Et c'était une fille, donc j'ai mis aussi du temps entre le choc de me dire « Attends, j'ai réussi la par voie basse, c'est pas une césarienne, moi qui croyais que j'allais partir en césarienne, c'est une fille, moi qui croyais que c'était un garçon, là je ne comprends plus rien, je suis épuisée parce que j'ai fait à la force des bras, j'ai des courbatures de partout, mes bébés dans les bras, j'en peux plus, je suis fatiguée. » Ça fait tout un lot, une tempête émotionnelle, psychologique, physique, mais c'était dingue. Et là, la sage-femme aussi, Louise, qui est géniale, me dit c'était un challenge, mais c'est mon premier accouchement avec un utérus cicatriciel de manière accroupie et avec une péridurale. Ces 3 éléments-là. C'est-à-dire qu'elle n'en revenait pas qu'avec une péridurale de manière accroupie sur un utérus cicatriciel, bam, ça a pu fonctionner. Et c'était génial. Je lui ai dit, je suis contente de vous l'avoir offert, mais merci de me l'avoir offert aussi. Moi non plus, j'aurais jamais cru. Vraiment, je m'étais dit, on va me faire accoucher sur le dos. Si j'arrive à minimum qu'on me fasse accoucher sur le côté, c'est une victoire. Mais là, d'avoir fait la plupart du travail à genoux, à 4 pattes et accroupi pour l'expulsion, jamais j'aurais cru. Et tellement génial, quoi. Ça me donne des frissons de raconter ça. Et jamais j'aurais pensé que c'était possible avec une péridurale. Jamais j'aurais pu penser que ce soit possible aussi dans une maternité comme ça. Enfin bref, c'est dingue. Et surtout, ça ouvre la voie, en fait, pour d'autres femmes. C'est ça aussi que je me dis, c'est OK, une victoire pour elle, pour moi, mais pour la suite aussi. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, on essaie vraiment, en plus maintenant, ce qu'on aimerait, c'est d'instaurer la péridurale ambulatoire, c'est-à-dire la péridurale où on peut marcher, continuer à être debout, se mettre en mouvement, mais de savoir aussi que, par exemple, pour une femme avec un utérus cicatriciel, qu'elle a pu se mettre de manière accroupie, peut-être que en racontant cette histoire,
dans le personnel, elles se permettront peut-être plus de le faire si c'est la demande des femmes. Donc c'est chouette. Et quand elle est revenue en chambre, elle m'a dit « Ah bah vous savez, votre histoire, elle a fait le tour de la maternité et tout. » Et je lui ai dit « Ah bah ouais, je pensais à vous. Enfin pour vous, ça doit être tellement une fierté. Mais moi aussi, moi aussi, je vais raconter cette histoire, vous inquiétez pas. » De manière accomplie, alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu épisiotomie? Est-ce qu'il y a eu déchirure? Donc épisiotomie, non. Et ça, j'ai vu que dans mon projet de naissance, il l'avait bien surligné, mon refus d'épisiotomie. Et du coup, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que donc on met bébé sur moi, il faut encore pousser pour le placenta, hein, et j'avais déjà entendu des histoires où on se dit « Oh non, j'en peux plus, il faut encore pousser ». Mais finalement, le placenta, il sort quand même rapidement. Mais pareil, ça fait boum. C'est vraiment cette sensation, pareil pour l'expulsion. Et vous allez voir, vous voyez à quel point la péridurale était microdosée parce que j'ai tout senti. C'est-à-dire il n'y a pas de douleur, j'ai pas senti le cercle de feu, mais j'ai tout senti ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et quand bébé est descendu, j'ai senti le toboggan, quoi. Blablabla. J'ai pas senti la déchirure. Et donc, effectivement, voilà, elle me dit, il y a une déchirure, je vais vous recoudre. Mais moi, j'avais vraiment peur puisque je sentais mes contractions. Je lui dis, c'est peut-être possible que quand vous me faites les fils, que je ressente peut-être. Donc, si je vous dis j'ai mal, c'est que j'ai vraiment mal, quoi. Et en fait, non, je n'ai pas senti. Donc, c'est pour ça que je me disais, mais comment ça se fait que je sentais mes contractions dans le ventre, dans le dos, mais que là, quand on me fait les points, je ne ressens rien. C'est parce que du coup, voilà, c'est que sûrement la péridurale n'était plus au niveau du... Enfin, elle n'arrivait plus à remonter, elle n'était plus au niveau du dos et du ventre, mais elle était toujours au niveau de la vulve et du vagin. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? On va pas terminer quand même que sur cette histoire de points. Truc marrant. Ah ouais, 2 choses marrantes que je vais vous raconter. C'était que pendant, du coup, elle me recousait, donc déchirure degré 2. Ce qu'on m'a dit après coup, la déchirure 1, la déchirure 2, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent et qui se guérit plutôt facilement, normalement. Les déchirures degré 3 et 4, c'est là où c'est quand même les plus sévères. Pendant qu'elle me recousait, elle me disait « Ah, je peux vous poser une question, j'ai vu dans votre dossier, vous étiez sexologue, etc. » Donc je me disais, c'est trop drôle, pendant qu'on me recoue la vulve, mon périnée, on est en train de parler de mon métier de sexologue, donc il y a un lien là-dessus, parce que évidemment, je me dis « Ah, comment ça va se passer au niveau du périnée après? Comment ça va se passer ma vie intime, etc. » Je peux pas vous donner la réponse aujourd'hui, c'est trop tôt, mais voilà, c'était marrant. Et l'autre chose aussi marrante, c'était... avant de sortir, évidemment, les sages-femmes, elles font leur topo sur plein de choses. Et puis, sur la contraception. Donc, vous avez un moyen de contraception, tac, oui. Donc, je dis, c'est préservatif. Et puis, en rigolant, je dis, peut-être vasectomie aussi, hein, tout dépend. Et donc, elle me dit, super, je vais vous faire l'ordonnance par rapport au préservatif, parce que maintenant, il y en a des remboursés, etc. Super, oui, si vous voulez. Et donc, quand elle revient, elle me montre l'ordonnance où elle m'a prescrit une boîte de préservatifs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout de suite, je lui dis « Une boîte? Mais du coup, c'est renouvelable tous les mois? Genre, il n'y en a pas assez, quoi. » Et c'était une microseconde où je dis « Mais c'est renouvelable tous les mois, hein. Dites-moi, c'est bien renouvelable tous les mois. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» Et j'explose de rire en me rendant compte que je suis en train de dire que je vais avoir besoin d'une boîte de préservatifs par mois en postpartum, voire même sans parler de postpartum. Hein. Et là, j'explose de rire, elle explose de rire, elle me dit je sais pas trop vos ambitions, mais dans une boîte, il y a quand même 25 préservatifs, donc 25 par mois, je connais pas vos ambitions. J'explose de rire, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai raconté, quoi? Ah non, vous inquiétez pas, ça fera bien l'année. Mais même plus. Non, mais c'était hilarant, c'était trop drôle, et il faut bien qu'on rigole aussi, donc voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, cet accouchement, mais comme le premier, parce que c'est ça, je tiens à le dire aussi, quand je parle de césarienne, que j'ai été en césarienne d'urgence, etc., on me dit « Ma pauvre, mais c'est horrible, c'est traumatisant. » Je suis là « Mais non, ne mettez pas des mots sur une expérience, sur vos projections, parce que mon expérience, elle est différente. Mes deux accouchements ont été badass. Le premier accouchement, comme j'ai déjà dit, où j'ai été déclenchée, j'ai fait tout le travail et la poussée sans péridurale, que j'ai dû avoir une poussée avec ventouse, mais que comme le cœur du bébé, ça n'allait pas et que ça ne sortait pas et que maintenant que j'ai accouché par voie basse, je sais que ça n'aurait pas sorti en 2 poussées. Parce que je m'étais toujours dit, peut-être si on m'avait laissé une 3e chance, une 3e poussée ou peut-être 4 poussées, je l'aurais sorti. Et là, en voyant que ça a mis quand même 30 minutes pour bien expulser ce bébé-là, je pense qu'il m'aurait fallu plus de temps pour la première. Donc ça me rassure encore plus et me conforte encore plus.
Mais voilà, pour moi, ça a été badass de vivre tout ça. Et ce qui était important pour moi, pour le premier accouchement, en fait, c'était vraiment de vivre ça sans péridurale. Ce que j'ai vécu. J'ai juste pas vécu le passage de la tête et l'expulsion sans péridurale, parce que du coup, j'ai été par césarienne d'urgence et sous anesthésie générale. Et pour le deuxième accouchement, ce qui était important pour moi, et j'espérais, mais pareil, j'envisageais toutes les options, c'était d'accoucher par voie basse, ce que j'ai pu. Et en plus, chose incroyable où jamais j'aurais cru, c'est d'expulser en squat de manière accroupie par la force des bras. Alors que j'ai pas des bras si musclés que ça, mais bon, il faut croire que si quand même. En faisant tout le travail de manière debout, bouger avant la péridurale et ensuite avec la péridurale microdosée où j'ai pu me mettre à genoux, à quatre pattes, etc. Et de savoir aussi que, waouh, je pouvais être dans un état second et de gérer des contractions intenses et voire même les contractions à 10 cm avec déclenchement qui sont venus et dans le ventre et dans le dos. Alors, aussi, pareil, je peux faire plein de comparaisons, mais des comparaisons qui m'appartiennent à moi, qui vont être différentes évidemment selon chaque femme, mais je peux faire des comparaisons entre des contractions dans le dos et des contractions dans le ventre, et je peux faire des comparaisons entre accouchement par voie basse, accouchement par voie haute, et les suites de couches selon le type d'accouchement. Donc déjà, les contractions dans le ventre, pour moi, je trouvais ça tellement plus facile que dans le dos, et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend pas mal. Les contractions sans déclenchement, effectivement, ça fait moins mal que quand c'est avec un déclenchement. Et alors, les contractions dans le ventre et dans le dos, avec déclenchement, c'était un autre level, un autre niveau, mais faisable aussi. Mais faisable peut-être parce qu'il fallait pas que ça dure non plus trop longtemps. Ensuite, la rencontre avec bébé, césarienne d'urgence sous anesthésie générale et par voie basse, finalement, et c'est ce que j'ai dit en fait, c'est que j'étais contente de partir en césarienne sous anesthésie générale parce que je me suis dit, je vais pouvoir me reposer. Je vais pouvoir regagner des forces avant de voir mon bébé. Et ça a été le cas. Quand j'ai vu ma petite, et c'était 2 heures après, mais pour moi ça me semblait 15 minutes après, j'étais fraîche. Enfin, j'avais ce sentiment d'être fraîche. Après coup, je sais que j'étais un peu shootée, mais j'étais fraîche. Là, accouchement par voie basse, on me la met directement, que j'ai tout fait par la force des bras, qu'on me le met dans mes bras en plus, je n'en pouvais plus. En fait, j'avais qu'une envie pendant ces 2 heures-là où on m'a laissée dans la salle de naissance, c'était que quelqu'un me prenne l'enfant. J'étais là, j'ai juste envie de reposer mes bras. J'ai juste envie de souffler un peu, quoi. Et je sais que c'est un sentiment qui peut être vécu par d'autres femmes aussi, donc c'est important de le dire, parce qu'on peut vite culpabiliser aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de rejeter mon enfant ? Et je me suis dit, pas du tout, Camille. T'as juste fait un marathon. Et en plus de ce marathon, on te laisse pas te reposer tout de suite, quoi. Donc, et en plus, j'avais faim. Mais une faim atroce, parce que j'avais pas mangé depuis plus de 17 heures. Et moi et la nourriture, faut pas me laisser avec le ventre qui gargouille un petit peu, quoi. Et là, j'en pouvais plus, et mon énergie, je l'ai trouvée à la force du jus de pomme, quoi. Jus de pomme, jus de pomme, jus de pomme, jus de pomme, quoi. Mais c'était horrible. Et après, il fallait encore que j'attende avant de manger. Aïe, 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 ça c'était dur. Donc voilà. Et puis ensuite de chambre, du coup, il y avait une sage-femme aussi qui me disait, alors, c'est comment les suites de couches, vous qui avez vécu la césarienne et la voie basse ? Là, je lui dis, ah ouais, quand même. Je sens que mon corps peut plus se mouvoir qu'avec une césarienne, c'est clair. Que c'est moins un truc lourd sur soi. Par contre, ça m'a mis autant de temps pour récupérer quand même, je trouve. Et ça peut être un peu, choquant. Mais parce que souvent on entend par voie basse on se remet super facilement, etc. Donc moi je m'attendais à sortir de mon lit tout de suite après, quoi. Non, quand on a une déchirure, des points, et que en plus, comme j'avais couché accroupie, comme je m'étais bougée pas mal, j'avais des courbatures de malade dans les cuisses. Donc chaque mouvement dans mes cuisses, c'est-à-dire je pouvais pas me baisser, je pouvais pas m'accroupir, laisser tomber, je pouvais pas me mettre à genoux, rien pendant plusieurs jours. Plus les bras, j'en pouvais plus. Plus les poings qui me tiraient, ça faisait mal. J'avais un œdème sur la vulve, vous savez, tout comme ça. En fait, ça m'a mis... j'ai quand même souffert. Donc, j'ai vraiment pris des antidouleurs pendant tout le séjour à la maternité, même encore un peu après. La poche de glace sur la vulve, encore au moins 2 semaines après. Et c'est vraiment que 2 semaines postpartum où là, je retrouve mon corps sans douleur,
ou en tout cas beaucoup moins de douleur, sans douleur, et ça fait du bien. Donc quand même, je nuance un peu, je pensais que ça allait être plus simple que ça, et j'ai quand même souffert, quoi. Donc voilà. Pour conclure sur cet accouchement, peut-être des messages pour celles qui ont un projet AVAC. C'est de bien se renseigner, c'est d'avoir en tête tous les scénarios. C'est-à-dire que même si vous allez finalement peut-être accoucher par voie haute, au moins vous avez fait ce que vous pouviez dans la limite de ce qui était possible, peut-être en termes de votre santé, la santé de votre enfant. Mais surtout, ce qui est important pour se dire ça, c'est d'avoir confiance en l'équipe. On peut se dire ça que si on a confiance en l'équipe en se disant l'équipe, elle a fait son maximum. Et moi, je savais qu'elles ont fait et elles auraient fait leur maximum pour que je puisse tenter la vague, et que si c'était pas possible, c'est parce qu'on avait vraiment atteint le bout du bout. Mais pour me dire ça, je devais avoir confiance en l'équipe. Et donc c'est pour ça que c'est important que vous choisissiez aussi une équipe, une maternité, qui soit pro-AVAC et qui va dire, d'ailleurs ça me revient, le premier rendez-vous à la maternité, la sage-femme, avant même que je dise mon projet, donc ça aurait pu être limite si je voulais accoucher vraiment par césarienne, mais elle m'a dit, eh bien on va tout tenter pour que vous accouchiez par voie basse. Et là ça m'a rassurée. Et donc voilà, il faut être avec ce genre d'équipe. Mobilisez-vous si vous avez une péridurale, mais qu'il y ait AVAC ou pas, mobilisez-vous un maximum si vous sentez que c'est juste pour vous aussi, parce que c'est possible avec des péridurales microdosées. C'est vraiment possible, ça demande des efforts quand même. C'est vraiment physique, mais c'est possible. Et le dernier conseil, c'est de bien respirer et de garder confiance en vous. Il y a eu des moments, c'est normal d'avoir des moments de crainte, de peur, de se dire est-ce que vraiment je vais y arriver ? Est-ce que jusqu'au bout, je me suis posé la question, est-ce que ça va fonctionner ? Mais je sais dans tous les cas que j'avais fait mon maximum. Et moi, de me dire j'ai fait mon maximum, je suis allée au bout du bout, comme pour le premier accouchement, qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Vous pouvez que être fiers de vous, et voilà, vous pouvez être que fiers de vous. J'espère en tout cas que cet épisode vous a appris des choses, peut-être réconforté, peut-être donné de l'inspiration, des pistes, si vous pensez à accoucher avec un projet AVAC. Pour les professionnels de santé, peut-être aussi des ouvertures, des choses à discuter au sein des équipes, mais vraiment ce qui était important pour moi, et là un message pour les professionnels de santé, c'était d'entendre que mon projet de naissance, il a été lu, vu et pris en considération, et qu'à chaque fois quand c'était une nouvelle sage-femme, on me le disait, du consentement, qu'à chaque fois qu'on me faisait quelque chose, on me posait la question, et que si j'avais envie de dire stop ou que j'avais mal, on s'arrêtait, on me respectait, on venait pas m'infantiliser et on comprenait ma peine, ma douleur et mes craintes. Et ça, vraiment, ça change tout. Et puis, de rire, d'avoir une bonne ambiance quand c'est possible, c'est le principal. Voilà, merci beaucoup. Et il y a mon bébé qui arrive. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Vous commencez à avoir l'habitude. Si cet épisode vous a plu, vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le sur WhatsApp, sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, dans votre newsletter, peu importe, tant que c'est partagé, diffusé et discuté aussi au sein de votre entourage, avec des consoeurs, confrères, etc. Bref, parlez-en autour de vous. Oui, je suis toute enthousiaste. Si vous êtes une personne professionnelle de la santé qui parle de sexualité, qui reçoit des couples en consultation, ça peut vous intéresser de venir nous rejoindre dans le groupe des Sexperts Sexpertes. C'est des rendez-vous mensuels où on se retrouve en live pour parler de cas cliniques et de sujets très spécifiques, mais pas que. On est aussi H24. Peut-être pas H24, c'est bien de faire des pauses, mais on est aussi très souvent connectés sur notre communauté privée de Discord, où on échange aussi entre nous des podcasts, des livres, mais aussi pratico-pratiques pour nous aider et ne jamais être seuls dans nos pratiques de sexologue. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt!